Bonjour à tous. La 26e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, se déroule depuis lundi et jusqu'à la fin de la semaine prochaine à Glasgow, en Écosse. 30 000 personnes venues de 196 pays sont réunies pour essayer de faire avancer les discussions internationales pour enrayer le changement climatique en cours, un changement qui a déjà des conséquences dans le monde entier, notamment sur le cycle de l'eau. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Alors, la logique de ce cycle de conférences, ma planète demain, c'est que nos intervenants sont des deux côtés de la Méditerranée. Alors, ici, à Paris, avec moi, Maria Elena Ramos, vous êtes hydrologue et chercheuse à l'INRAE, l'Institut français de recherche pour l'agriculture et l'environnement, et vous collaborez, entre autres, avec l'Organisation météorologique mondiale sur les systèmes de prévision et d'alerte aux crues. Merci d'être à l'heure. Vous venez d'arriver en courant parce qu'il y avait un colis abandonné dans le métro parisien. Mais vous êtes avec nous, on est ravis. Ce que je dois dire doit sembler extrêmement exotique à Niamey. À mes côtés, Gaël Musquet, bonjour. Vous êtes météorologue, hacker, fondateur de l'association Hacker Against Natural Disaster qui mise sur la mobilisation participative des populations. Vous allez nous en parler dans un instant. Et à Niamey, au Niger, au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch. Il y a donc avec nous le docteur Ali Abdou. Vous êtes hydrologue et chef du département information et recherche du centre régional Agrimet, qui est une institution spécialisée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, qui regroupe 13 pays. Avec vous aussi Fatima Aller, contributrice OpenStreetMap au Niger. C'est un projet collaboratif de cartographie en ligne qui vise à constituer une base de données géographique libre du monde et qui peut jouer, vous allez l'entendre, un rôle important dans la prévention des catastrophes naturelles. Et Guillaume Favreau, avec nous aussi à Niamey, hydrogéologue, représentant de l'IRD au Niger et chercheur à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université de Grenoble-Alpes. Alors, je salue évidemment les gens qui nous ont rejoints à Paris, qui sont dans le public avec nous pour assister à cette conférence. Et je salue aussi les étudiants du lycée La Fontaine, du Prytanée militaire de Niamey et ceux des clubs verts des jeunes volontaires pour l'environnement qui sont dans le public du centre culturel à Niamey. Alors, nous allons échanger avec les intervenants pendant 1 heure. Ensuite, c'est vous qui aurez la parole. Donc, pensez à préparer vos questions pendant nos échanges et vous aurez la parole. Vous pourrez échanger directement avec tous ces éminents intervenants. Maria Elena Ramos, je vais vous demander de prendre le micro. On va débuter avec vous ici à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment le changement climatique perturbe actuellement le cycle de l'eau à tel point que l'on observe que le nombre des inondations a plus que doublé dans le monde, je crois qu'on peut dire ça, durant ces 20 dernières années. Merci beaucoup, merci à tous. En effet, on parle beaucoup de changement climatique, donc que se traduit forcément en ce moment par un réchauffement de la planète. Donc on a plus de température moyenne sur la planète, plus de chaleur, ça veut dire qu'on renforce aussi toutes ces variables, ces choses qui arrivent autour du cycle de l'eau. Donc plus de température, plus d'évaporation, plus de la vapeur d'eau et donc aussi plus de précipitations qui tombent et qui peuvent aussi occasionner donc de crues, des inondations catastrophiques. Donc évidemment, ça, c'est la vision globale. Ça peut changer des régions, ça peut changer en fonction du temps aussi dans les saisons de l'année. Donc, on peut observer des impacts qui sont différents. Donc, il ne suffit pas de regarder la lien, évidemment, de les précipitations plus intenses ou les débits plus forts, mais aussi où ça va tomber, où ça va impacter et quelles sont donc plutôt l'occupation du sol, comment on occupe nos territoires, comment on utilise l'eau actuellement, comment c'est cet impact-là qui va composer avec l'ALIA les risques dont on va parler qui peut effectivement avoir une augmentation. Donc on parle aujourd'hui de, par exemple, Météo France dans ses études affiche une température moyenne pour la France déjà augmentée de 1,7 degrés Celsius par rapport à la moyenne historique donc de les années 60 à 90. On parle de 20% de plus de précipitations, de cumul de précipitations journalières dans la région méditerranéenne, par exemple, donc des événements plus intenses. Et on parle aussi des événements plus fréquents.
Donc, des crues, par exemple, qui avaient de la chance d'arriver tous les ans, une fois tous les 100 ans, par exemple, 1% de chance d'arriver. On se projette avec des situations où on peut avoir des chances de 1 sur 50. Donc, on double les chances de voir des crues qui sont exceptionnelles, qui arriveraient en moyenne une fois tous les 100 ans, par exemple. On doublerait les chances d'avoir ces événements exceptionnels. Ce que ça traduit par disons que le moyen de protection que nous avons aujourd'hui peuvent être plus à risque dû à cette augmentation des fréquences de ces événements extrêmes. Et vous disiez donc plus 20% de pluie, c'est ça, de quantité de pluie dans le sud de la France, parce que le sud de la France est plus impacté que le nord, parce qu'en gros, plus on est proche de l'équateur, plus on est impacté. Ça joue même à l'échelle de la France. On parle de plus 20%, plus 22 même % des cumuls journaliers, donc des précipitations intenses, donc des fréquences de précipitations de plus de 200 mm en 24 heures, qui augmenteraient donc les événements qu'on observe moins fréquemment dans le passé, ou qu'on a observé moins fréquemment dans le passé, on observe plus fréquemment aujourd'hui. Après, le positionnement dans la planète dépend effectivement d'où on est par rapport à l'équateur, les latitudes, longitudes, et ça peut dépendre aussi, l'impact va dépendre aussi de comment on occupe la région, quoi. Alors justement, Ali Abdou, au Sahel, est-ce que vous observez aussi cette hausse des températures et cette augmentation des quantités de pluie? Enfin, comment est-ce que ça se traduit, cette évolution des changements climatiques et cette évolution du cycle de l'eau à cause du dérèglement climatique? Ok, merci beaucoup, madame. Nous allons parler effectivement, pour ce qui concerne le Sahel, des faits que nous observons, de la situation que nous vivons dans la région. Comme vous le savez, le Sahel était une région où les sécheresses avaient succédé. Nous avons vécu une très longue période de sécheresse et il y avait eu une année très pluvieuse qui était intervenue dans les années 94 pour interrompre cette longue série de séquences sèches. Après, cette année pluvieuse a été suivie dans les années 98 par une autre année pluvieuse. Donc, on a commencé à compter les années avec sécheresse. 98, ensuite 2000 a été une année aussi avec sécheresse. Puis, on compte 2008, année avec sécheresse. Non, année avec inondation, pardon. Et puis, 2010, 2012 et 2013. Donc, ça commence à être très fréquent finalement. Donc, depuis ces temps-ci, nous vivons au niveau du Sahel au rythme, je veux dire, des inondations. Toute la région fait face à des inondations de très grande ampleur. Hein, de N'Djamena à Dakar, c'est toute cette bande qui fait face à des inondations de grande ampleur qui ont des conséquences importantes sur les populations, sur leurs revenus, et sur les biens économiques, même sur les biens culturels. Parce que je pense que les gens se rappellent qu'il y a eu des inondations de cimetières, ce qui est quand même sur le plan culturel des impacts très importants. Et l'année 2020, la saison de pluie 2020, qui est passée il y a une année, a été une saison record effectivement sur ces questions des inondations, où au niveau du fleuve Niger à Niamey, un niveau record a été dépassé de 7 mètres et ça a engendré des inondations catastrophiques dans toute la ville. Et pendant que ces inondations-là restent encore vivaces dans l'esprit des populations, la saison 2021 qu'on vient de vivre a connu des séquences sèches très importantes qui ont endommagé une grande partie des cultures et fait baisser la production. Donc, désormais, dans notre région Sahel, on vit au rythme des inondations et des sécheresses. Donc, un jour, c'est l'inondation, l'autre jour, c'est la sécheresse. Ça devient maintenant une habitude dans la région. Et sur le plan du réchauffement, ce que nous observons également, c'est non seulement à travers les données que nous observons, mais de la sensation même que nous avons, c'est que les jours et les nuits deviennent de plus en plus chauds. Je pense que ceux qui sont dans la salle peuvent témoigner, on remarque que les jours sont devenus de plus en plus chauds. Également, les nuits sont devenues de plus en plus chaudes. Certaines saisons où il fait froid sont devenues des saisons chaudes, et des fois, c'est pendant qu'on ne s'attend pas
à la fraîcheur, que la fraîcheur intervient en période sèche. Donc, c'est vraiment un bouleversement du cycle climatique dans la région qui a des conséquences très importantes sur la vie des populations. Merci pour cet exposé très clair. Je vous propose maintenant de regarder un témoignage collecté grâce au réseau hip-hop. C'est le témoignage de Mariam Baye, victime des inondations justement au Niger. Mariam Baye ay gonde jiru waybu cinde hinka irka ne wo ka sonde irgonda jiru way cinde hinsa irwan masala wa za sintin jiru ta jahara za sintin lo albarawa manegu faham nga ga hamora hay kul koyni il faut bogu birka de bagar mai dangani da ngirse irdu butanda wuce na karra irgo so tandara nirgo lalle mo haro mo hay kan sen ni fuwo bogo haro gande na ka fatta a gonde cira gonde noni ya dinga masal bam bataran no gore gonan goriyo ni de mo ay way gi hin gene haro dum fatti no rano doro dum kulgo kanga hal kason ay way ko ar goranga na ya go goro asin ga hay kula hansen go bonse lokato kan ka hay kunno sin yurdo daga fariyanda irgo ga ma kani amma so go kasu mai capital orange go zamir sikar solisi hala SNA te kopir ngina harsi ka irgi ngina harsi ba no giya zama tu ya sikal harsi ba hay go bugara so da pariyo haro gondi noni masibu kul gara da yo metar hinza ni da fansi asuko go da yo kul dai ne ina dukai biya to ya tunno borgite ni ka har madan musara jawo da hainu nguno haro gi yegande kayna amma ba so ngasi ganda zama go bene shero haro moto pompe nirga kada bene ka jirbi hin ka dayno imi yega ka ko danga jirbi hin ka jirbi hin ko kul kalima kada dumo ba jirbi hin ka dum mo hun ko ne ka wala subhanahu ko nyobe kul won ko du shero ran ka kay harora wodi se mo nirsi gida yo haro han ya ngirgi hin gane ngande du shero haro kulu igo charra ngai kan nan goner baresi don yi muka gade ayiwo ba somo nango dai du barkan dai yin dai gor sino wokulu ya hare ne wondu ko yo ngumbo ko gite barkan dai yi muka gade wali mirno nango fo yi mirka harora irkoisi. Voilà une vidéo donc du réseau hip-hop, filmé par le réseau hip-hop. Guillaume Favreau, comment est-ce qu'on explique ce phénomène de remontée des eaux souterraines, des eaux salées, en plus en plein Niamey? Oui, merci. D'abord, je tiens à souligner que cette vidéo a été réalisée par un doctorant de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Alassane Ado Alidou, qui a promené sa caméra comme ça, c'est son sujet thèse, dans la ville de Niamey pour caractériser cette hausse de la nappe dans certains quartiers de Niamey qui sont lotis depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc, on l'explique en fait par deux choses. La première, c'est l'intensification des précipitations qui fait que dans les quartiers périphériques de Niamey qui sont pas encore goudronnés, eh bien, des pluies intenses aboutissent dans des bas-fonds topographiques, dans des anciennes vallées, et finalement finissent par s'infiltrer vers l'aquifère, vers la nappe phréatique, et la font gonfler, la font monter parce que l'exutoire, il est loin, il est à plusieurs kilomètres le long du fleuve. Et donc, finalement, une faible capacité de l'aquifère à transmettre l'eau sur des longues distances, l'eau reste et l'eau monte. Le deuxième phénomène, c'est qu'en fait, on a coupé les arbres. Ces quartiers-là, antérieurement, c'était des champs cultivés de mil avec des arbres et donc des herbacées qui faisaient que quand une pluie tombait, eh bien, l'eau était rapidement évaporée, transpirée, s'infiltrait sur quelques décimètres et finalement n'allait pas plus loin. Maintenant, les arbres ont disparu, les arbres ont été coupés, des maisons ont été loties, et finalement concentrent l'eau qui s'infiltre et font gonfler la nappe. Et donc les ressources en eau souterraine, en fait, elles ont augmenté sous la ville de Niamey.
Et maintenant, elles causent des problèmes parce qu'elles arrivent au niveau du fond des maisons, au niveau des fosses toutes eaux, et ça crée des problèmes de salubrité, l'eau stagne, l'eau s'évapore, l'eau se salinise, et ça crée des problèmes de santé humaine, comme on a pu le voir dans ce film. Alors Gaël Musquet, on revient à Paris. Ce qui est intéressant dans ce que dit à l'instant Guillaume Favreau, c'est qu'au-delà des précipitations et de ce que la nature nous envoie, il y a la façon dont on occupe le sol aussi, hein, justement. Il y a des facteurs aggravants qui font que toutes ces perturbations du cycle de l'eau ont des impacts plus ou moins importants en fonction des lieux. Oui, complètement. Et je peux témoigner côté Guadeloupe, du territoire qui m'a vu naître, ou des Tuamotu en Polynésie où j'ai été il y a quelques années. Cette question en fait de l'eau, des nappes qui remontent, de la mer aussi qui remonte. On a des inondations dites sèches aux États-Unis où la conjonction des vents, plus la marée, plus l'occupation du sol font que on a de plus en plus cette eau salée ou douce qui remonte en fait dans les villes. Et en fait, c'est cette urbanisation-là en fait qui pose problème avec ce qui vient d'être relevé. On a coupé les arbres, on a construit des routes, on a imperméabilisé les sols, on a construit des parkings. Toutes ces choses-là font que, au final, l'eau, elle a besoin de s'évacuer, elle a besoin de circuler. Et là, il n'y a pas de magie. Il faut vraiment qu'on repense, y compris en Europe, la manière dont on va construire, dont on va occuper le sol, dont on va construire nos parkings, la manière dont nos véhicules, les revêtements de sol, aujourd'hui, le choix des matériaux permettent de gérer ça. Et puis on le voit, et je peux témoigner de ce que j'ai pu voir en Suisse ou en Belgique, les règlements d'urbanisme aujourd'hui imposent dans certaines villes, certains quartiers, qu'on ait des citernes d'eau pour recueillir l'eau de pluie qui est stockée temporairement dans ces citernes d'eau sous les bâtiments collectifs pour éviter que ces eaux se retrouvent dans la ville et n'aggravent les inondations. Et un autre règlement que j'ai pu voir, donc c'est des soutiens à l'équipement de citernes d'eau aux Antilles, en Guadeloupe, parce qu'on a effectivement des alternances de sécheresse et d'inondation. Et donc pour diminuer ce risque à la fois d'exposition aux sécheresses, mais aussi disposer d'eau potable et éviter en fait que cette eau de pluie ne retourne dans la ville parce qu'on a urbanisé. Les collectivités aujourd'hui soutiennent pour éviter ces facteurs aggravants l'équipement de citernes d'eau aux Antilles pour pouvoir stocker cette eau de pluie temporairement, localement au niveau des maisons. Alors, on parlera évidemment tout à l'heure des solutions qu'on peut mettre en place pour limiter ces inondations. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on parle d'un autre phénomène qui s'accentue aussi massivement. Ce sont les périodes de sécheresse. Ali Abdou en a parlé, dont le changement climatique augmente les intensités, les durées et les étendues. Alors, pour bien prendre conscience des ravages que cause ce phénomène au Sahel, je vous propose de regarder le témoignage de Soumana Amadou, qui est éleveur à Gorubanda, au sud de Niamey. C'est un témoignage recueilli là aussi grâce au réseau hip-hop. Soumana Amadou aji woytaji cinnitaji ay gondo wonde fode isitaji batama e almani siga du hay kur on go gor banda non ni di bo 50 ka hawi go bisanda ma kay go di kon hawi kur faam e hawi koy patro di son asima patro di yeji ni ganer no bo sonen konda yeji ni pas zamafo isa de harika oro tasine no ko isa dinda hay kur sin sonde harikan albara kursi batama basu bisiga teso wala habe ne manti de ise ma no boys habe no ya go bisi go di hay kursi era kali ko pat ile keri kundi bon ingende ko yi ifo rete e ko se kai go gate yaki ha wato di zamano de son asimar so su bisi no hay kursi wona sonde harikan wona hinno gate so bu bono si wallahi hawe goga di bon kala arama gaga sine gomnanti manda isse kambe e dubuno e kande de subuno e de esse sonde manti pale no fatta hawe sinde kul hanka iga inge dena ya hari hinno iga han ko mo kile iye no iga
iga koi kan ima kaga duhang ima hang ima yifu hay kulsin sajo rabu bata mi meda me ini kali hay kulsino bay fo bani mani kali hay kulsino wallahi gomnati matunga ke ima fabu fulinge di bone ingen da hay kuli here di bone wallahi Tabi ko beri fam. Wallahi. Ali Abdou, le Sahel connaît de fortes sécheresses depuis 30 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la situation est plus grave qu'avant à cause du changement climatique? Et en conséquence, est-ce que ce témoignage est représentatif de ce que vivent de nombreux éleveurs et agriculteurs au Sahel? Merci beaucoup. Merci. Effectivement, je commence par dire que ce que ce éleveur vient de témoigner est un phénomène d'ampleur régionale. C'est une situation qu'on rencontre dans beaucoup de pays où les gens font face aux impacts des aléas climatiques. Donc, ce qu'on ressent dans la région sahélienne, c'est que, comme vous le savez, effectivement, on vient de parler du réchauffement climatique. Quand il y a réchauffement climatique, l'atmosphère, de toute façon, accroît sa capacité de rétention de l'eau. Et cette quantité d'eau qui peut être accumulée dans l'atmosphère avec une très grande quantité, à un moment donné, va être lâchée et donc on aura de grandes quantités de précipitations. Ce qui fait qu'on aura à la fois des capacités de rétention importantes de l'atmosphère, qui va prolonger les périodes de séquence sèche, les périodes sans pluie, et après, quand ça lâche, ça devient des quantités extrêmement importantes de précipitations. Et cette situation est aussi particulièrement vraie pour la région sahélienne où les précipitations viennent d'un système qu'on appelle la mousson africaine, qui est généralement lié au gradient thermique de température entre le continent et les océans. Et donc, ce système-là est extrêmement sensible à ce phénomène de réchauffement climatique. Donc, ce que nous observons, c'est que on avait observé pendant une très longue période des années sèches, c'est-à-dire que des années où la quantité totale de pluie enregistrée durant une saison est inférieure à la moyenne. Ça a été une succession d'années comme ça. Ces dernières années, on ne peut pas dire que si on regarde par exemple les quantités totales de précipitations enregistrées ces dernières années, elles ne sont pas forcément inférieures à la moyenne comme pour les années passées. Mais cela n'exclut pas qu'il y a des sécheresses importantes qui se surviennent. Parce que la nature du régime de précipitation a changé. Maintenant, on peut se retrouver avec des pauses de séquences sèches, c'est-à-dire que des pauses pluviométriques importantes durant la saison de pluie. Donc, même si globalement les quantités de précipitations dans la saison sont importantes, cette année-là peut être considérée comme une année sèche parce qu'on aura les manifestations, les mêmes effets qu'une année sèche où les cultures sont détruites à cause des pauses de séquences sèches. Donc, la situation est beaucoup plus dans ce sens maintenant. Et deux fois, quand on fait des présentations, on regarde les quantités de pluie totales, on voit que les quantités de pluie totales ne sont pas aussi déficitaires. On ne comprend pas qu'il y a de la sécheresse, mais il y a de la sécheresse. Les choses ont changé. Avant, c'était des sécheresses de cumul saisonnier inférieur à la moyenne. Aujourd'hui, ce sont des séquences sèches qui interviennent durant la saison de pluie. Voilà comment les choses sont en train de changer. Alors, Guillaume Favreau, est-ce qu'il existe des stratégies d'adaptation pour contrer les pénuries en eau au Sahel? Des stratégies d'adaptation pour contrer les pénuries en eau. Oui, heureusement, le Sahel regorge de solutions. Tout à l'heure, j'entendais parler des régions côtières. Les régions côtières sont particulièrement fragiles parce que la montée des océans laisse hélas peu de solutions pour résoudre ça localement. Au Sahel, il y en a.
D'abord, je parlais tout à l'heure des eaux souterraines qui sont extrêmement abondantes dans beaucoup de grands aquifères sahéliens et qui, à l'échelle de la planète, restent encore relativement peu sollicités. Et donc là, c'est un espace de réflexion, de pistes de solutions pour atténuer cette variabilité pluviométrique dont parlait tout à l'heure Abdou Ali, qui crée les crises alimentaires en réalité. Donc pour résoudre cette question qui est liée au changement climatique, de l'accroissement de la variabilité interannuelle, il existe la piste soit de créer des réserves d'eau de surface, des barrages, où il reste encore des possibilités, mais aussi dans beaucoup d'endroits de solliciter directement à des coûts compétitifs des forages d'eau pour créer de l'irrigation à partir d'eau relativement douce, parce que ce sont des aquifères qui sont qu'on appelle géologiquement d'origine continentale, donc ils sont peu riches en sel marin. Donc ils sont d'eau de très bonne qualité et qui peuvent être utilisés pour l'irrigation sur de nombreuses zones de la région sahélienne, évidemment en tenant compte du contexte. Après, d'autres pistes existent pour réhabiliter les terres, comme les techniques du ZAI qui ont été développées au Burkina ou la régénération naturelle assistée dans la région de Maradi au Niger, etc., qui permettent finalement de freiner cette érosion, de récupérer des terres et donc d'augmenter la fertilité des sols. Et c'est là aussi un des objectifs de la Grande Muraille Verte qui est promue à l'échelle continentale. Et si l'irrigation n'est pas autant développée, c'est aussi parce que ça coûte cher. Oui, il y a un coût, mais ce coût diminue en réalité parce que les pompages maintenant se font aussi par l'énergie solaire. Et donc ça peut être démultiplié et mis à l'échelle dans beaucoup de régions de la bande sahélo-saharienne. Mais le coût, effectivement, reste important, avec aussi la nécessité de protéger les cultures irriguées contre le bétail, avec une interaction des petits ruminants et des pratiques agro-pastorales avec l'agriculture. Ça se développe dans certaines régions appropriées. C'est des phénomènes qui sont en cours et qui donnent de l'espoir pour résoudre cette question de la variabilité interannuelle des productions vivrières. Retour à Paris. Marie-Hélène Ramos, en France aussi, les sécheresses s'intensifient. Dans quelle proportion? Alors, en effet, on a le fait inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, des inondations, donc l'effet d'avoir plus d'évaporation, plus de sollicitation aussi de l'usage de l'eau et d'autres questions qui peuvent se poser sur les sécheresses. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans les sécheresses, il y en a plusieurs types de sécheresses. Donc, M. Abidou a bien posé la question sur ces phénomènes. Il y a des déficits prolongés des précipitations qui peuvent causer des sécheresses météorologiques, des déficits de l'eau dans le sol qui peuvent causer des sécheresses qu'on appelle agronomiques, donc de ces premières couches de sol qui vont affecter intensément les plantes, l'agriculture, des sécheresses qu'on appelle hydrologiques qui, elles, vont plutôt affecter les rivières, le lac, les nappes souterraines et qui peuvent avoir plusieurs d'autres conséquences. Ce qui est très particulier sur les sécheresses, c'est que ce sont des phénomènes qui sont quand même difficiles à estimer, difficiles à quantifier, sont parfois prolongés, parfois des sécheresses qui se prolongent sur plusieurs années et qui donc on a plus du mal à accéder au phénomène en soi-même pour qu'on puisse les quantifier, ce déficit prolongé de combien. On parle aujourd'hui, par exemple, des experts de Météo France qui parlent d'avoir aujourd'hui des niveaux d'humidité des sols qui sont équivalents au niveau le plus bas qu'on avait donc dans les années 60-90. Donc on sait qu'on va vers aussi, pareil, des événements avec des déficits plus prolongés, plus intenses, et qui peuvent être intenses dans la quantité d'eau qui nous manque, mais aussi dans l'extension temporelle et spatiale de l'arrivée de ces genres de phénomènes. Donc de changements qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est prêt à s'adapter à des changements qui sont assez forts pour nos pratiques actuelles et surtout dans les cas de sécheresse, des phénomènes qui peuvent être lents, qui peuvent être prolongés et qui peuvent être aussi causer des conséquences irréversibles. Même si on a la bonne volonté d'adapter, est-ce qu'on a les moyens aussi aujourd'hui de le faire?
Alors, ça dépend des pays, évidemment. Alors, on va parler d'adaptation, on va parler de solutions maintenant. Face à ces événements extrêmes qui, on le sait, vont s'intensifier à cause du changement climatique, il faut donc nous adapter. Nous allons voir le panel de solutions sur lequel nous pouvons miser avec nos invités. Mais par exemple, pour lutter contre le problème récurrent des inondations en Afrique et dans les pays comme le Burkina Faso et le Mali, des chercheurs de l'IRD et leurs collègues africains ont développé Rensel Africa, que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Avec le projet Rensel, nous savons que nous sommes aujourd'hui au stade de la recherche. C'est important de disposer de systèmes permettant à la météo aujourd'hui de couvrir la capitale, qui est une zone inondable. Pour permettre aux autorités d'anticiper, ils vont ensemble valider une nouvelle façon de mesurer la pluviométrie en Afrique. Le principe est simple et particulièrement pertinent ici. Lorsqu'il pleut, le signal hertzien transmis d'une antenne relais de téléphonie à l'autre est perturbé. Ce sont les gouttes d'eau qui affaiblissent le signal radio en traversant le champ de micro-ondes. C'est à partir de la mesure de cet affaiblissement que l'équipe de chercheurs a validé un dispositif permettant d'estimer la quantité d'eau tombée entre les deux antennes. La mesure n'est plus seulement ponctuelle, comme avec un pluviomètre classique. La toile d'araignée ainsi déployée permettrait d'obtenir à un faible coût des données qui pourront permettre de surveiller la pluie en temps réel, à l'échelle d'une ville, d'un bassin versant, voire même d'un pays. Le concept, une fois rendu opérationnel, offrira un potentiel énorme pour l'Afrique, mais aussi dans bien d'autres régions du monde. Guillaume Favreau, est-ce que ce système se développe actuellement au Sahel ? Alors oui, vous l'avez dit, la téléphonie mobile a fait un pas de géant sur le sous-continent subsaharien au cours des 20 dernières années. Et donc, le réseau de téléphonie mobile est présent partout maintenant. Et ça offre des possibilités importantes, vous l'avez dit, au Mali, au Burkina, au Niger aussi, pour permettre de mieux prévoir les zones de pluviométrie importantes, car on le sait, en fait, la pluie est extrêmement hétérogène dans l'espace et couplée à un réseau cartographique urbain, ça permet de mieux prévoir les zones et de mieux cartographier les zones à forte pluviométrie, donc à forte inondation. Gaël Musquet, vous qui êtes un high-tech boys, comment est-ce que vous percevez cette création des chercheurs de l'IRD? En fait, il n'y a pas une solution. C'est tout l'intérêt en fait d'échanger, de communiquer, de travailler sur des systèmes libres, sur des logiciels libres, sur des données libres, sur des standards libres. On parle vraiment d'open innovation quand on utilise ces trois piliers-là. On parle même de matériel libre aussi. Et ça permet de partager des bonnes pratiques. Et on retrouve ces bonnes pratiques-là dans la prévention des tsunamis, dans la prévention des inondations. Et donc là, ce qui m'a particulièrement frappé dans la précédente vidéo, c'est que le fond de carte tout en bas, il me parle beaucoup. C'est le fonds Stamen, qui est un fonds qui est dérivé d'OpenStreetMap, qui est un projet de cartographie libre. Ce qui permet en fait derrière à des chercheurs, à des agriculteurs, à des gouvernements d'utiliser ces données pour pouvoir porter assistance aux populations et mener des politiques de prévention. Alors, on va parler justement de OpenStreetMap dans un instant, mais Ali Abdou, quelles sont pour vous les solutions à mettre en avant en priorité pour prévenir les inondations ou les sécheresses d'ailleurs, mais là, Rensel Africa, c'est plus lié à la pluie. Merci. Donc, en complément de ce que vient de... les méthodes ou les options que vient de relater le collègue Guillaume et puis les autres collègues, qui sont plutôt des méthodes beaucoup plus hard, disons entre guillemets, la construction des réservoirs, la construction des digues de protection, les aménagements des canaux d'évacuation des eaux, etc. En complément de ça, il y a des méthodes soft qui sont assez efficaces, qui portent sur l'information surtout. Et je pense que quand on regarde l'augmentation de la variabilité de ce système-là, les méthodes
d'adaptation par l'information à travers les prévisions relève d'une importance capitale. Par exemple, si on arrive à informer les différents acteurs à la veille d'une saison de pluie, on leur dit que bon, avec les prévisions, cette saison à venir est une saison à fort risque d'inondation, ou bien c'est une saison à fort risque de sécheresse. Tout de suite, les méthodes les plus efficaces et les stratégies d'adaptation peuvent être adoptées. Les gens peuvent, par exemple, décider d'occuper les plateaux si c'est les inondations qui s'annoncent, ou bien d'occuper les bas-fonds si c'est les sécheresses qui s'annoncent, utiliser les variétés culturelles qui sont les plus adaptées à chacune de ces situations. Donc, les méthodes soft qu'on appelle les prévisions, l'information relève d'une importance capitale pour aider à l'adaptation face à ce phénomène. Et je pense que c'est vraiment un domaine où il faut mettre l'accent pour les régions sahéliennes. On a encore des capacités insuffisantes sur ces questions-là et on pense qu'il faut davantage renforcer les capacités de la région à utiliser également ces méthodes-là en complément aux méthodes habituelles qui portent sur des aménagements des bas-fonds, sur la construction des ouvrages, etc. Voilà ce que je propose comme complément. Mais les prévisions, ça demande d'avoir accès à des données. Est-ce qu'il y a assez de données dans les pays du Sahel pour faire des prévisions fiables aujourd'hui? C'est une question extrêmement importante, la question des données. Nous sommes une région comparée à d'autres régions où, effectivement, la quantité de données disponibles est très insuffisante. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons d'autres sources de données complémentaires, puisque classiquement, les données, c'est ce que mesurent les services nationaux à travers leur réseau d'observation, que ce soit les météos, que ce soit les hydros. Mais aujourd'hui, il y a des données complémentaires qui offrent de nouvelles opportunités. Toutes les données d'observation de la Terre, des méthodes comme celles que les méthodes de Rensel, l'estimation de pluie par la téléphonie mobile, ce sont des sources qui apportent des données complémentaires aux données qui sont collectées par le réseau d'observation. Mais c'est vrai, il faut vraiment des efforts importants pour renforcer la collecte de données dans notre sous-région afin d'améliorer les modèles, afin d'améliorer les outils de prévision. Alors Fatima Naler, on ne vous a pas trop entendu pour l'instant. Vous êtes bien installée entre Guillaume Favreau et Ali Abdou. Vous êtes restée attentive et voilà. Mais j'aimerais bien qu'on vous donne la parole parce que vous, justement, vous faites de la collecte de données parce qu'au-delà des données météorologiques, c'est important de connaître le terrain, de savoir de quoi on parle quand on parle de maisons, de rues, d'habitations. Qui sont les habitants, quelles sont les infrastructures sur le terrain, etc. Et du coup, vous avez fait un travail vraiment intéressant de collecte de données en tant que contributrice à l'OpenStreetMap. Expliquez-nous comment. Et merci beaucoup, Cécile. Comme vous l'avez expliqué, OpenStreetMap, c'est vraiment un projet collaboratif. C'est une carte libre en ligne que tout le monde peut participer. C'est vraiment un projet à la base des GPS, mais aussi des données libres. Donc, pour contribuer à OpenStreetMap, il faut d'abord des données. Les données, ce sont des données sur le terrain, mais aussi, il faut les GPS. Et là, on a nos téléphones qui ont des GPS intégrés. Donc, il suffit juste de télécharger l'application libre OSM Tracker qui nous permet de faire la collecte des données. Donc, comme vous l'avez expliqué, on ne peut pas faire une prise de décision, on ne peut pas faire une gestion ni une prévision sans les données. Nous, à travers OpenStreetMap, tout ce qu'on fait, c'est vraiment la collecte de données, c'est vraiment la connaissance du terrain, la connaissance du terroir qui est vraiment important. Parce que c'est à travers la connaissance du lieu, c'est à travers la connaissance du terrain, à travers des bases de données, qu'on peut vraiment faire une belle prévision ou bien une belle gestion des inondations à Niamey ou bien en Afrique en général. Et vous l'avez dit tout de suite, vraiment, l'Afrique ou bien le monde est en manque de données. Et si on prend l'exemple de l'Afrique, comme les mentions, déjà les derniers rapports de la Banque mondiale, l'Afrique est en manque de données. Et ce que les communautés OpenStreetMap mondiales font, précisément de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment des travaux extraordinaires parce que ce qu'on fait, c'est vraiment une contribution bénévole qui consiste à faire une cartographie
des zones inondables, mais aussi une cartographie des terroirs, mais aussi des lieux à travers des étudiants bénévoles qu'on arrive à former, qui arrivent à manipuler ou bien à contribuer facilement aux outils cartographiques, qui est vraiment des outils très faciles à apprendre, mais aussi qui enrichit la base des données, qui nous permet, nous tous, les décideurs, de vraiment avoir des données qui sont à notre portée, mais des données qui nous permettent vraiment de faire la prévision. Par exemple, si on arrive à cartographier un quartier, on arrive à cartographier les bâtiments et arriver à connaître les bâtiments, quels sont les bâtiments qui sont en Indir, en Banco, en Payotte. On arrive à cartographier les rues, on arrive à cartographier les écoles. Vraiment, je crois qu'en termes de prévention, on peut vraiment sauver et trouver une solution plus facilement. Mais vous allez très loin dans cette collecte de données parce que vous regardez aussi qui sont les habitants, est-ce qu'il y a des familles, des personnes âgées, des enfants en bas âge, enfin des publics qui sont donc les plus fragiles en cas de catastrophe naturelle. Vous regardez aussi le matériel qui est à disposition, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y a des motos, quelles sont les routes par lesquelles on peut évacuer, où est-ce qu'on peut se réfugier en cas de catastrophe, etc. Enfin, c'est un travail extrêmement fin ce que vous faites. Oui, oui, bien sûr. Et tout récemment, bon, c'était en 2017 avec la Banque mondiale. On a fait vraiment un travail bénévole avec des jeunes. Et le travail a consisté vraiment à cartographier toutes les zones inondables de la ville de Niamey, plus précisément la commune 5, et la commune 4 et la commune 2 vers Boudal et le Soubongo. Donc l'idée vraiment, c'est de faire une cartographie de ces lieux, c'est une cartographie socio-économique, parce que cette cartographie nous a permis d'avoir des informations sur les ménages, les matériaux de construction de chaque ménage, mais aussi les personnes qui habitent dans ces ménages. Pourquoi l'idée? Parce qu'on aimerait en cas d'inondation ou bien en cas d'une catastrophe, on peut savoir quelles sont les personnes vulnérables ou bien les différents, et si dans les ménages, on arrive à recenser si le ménage a des objets, je ne sais pas, des motos, des voitures. En cas d'inondation, on peut savoir comment la maison ou bien les ménages a été impactés. Et on est allé très loin en cartographiant les écoles pour pouvoir comprendre en cas d'inondation comment on peut accueillir ces sinistres et quelles sont les conditions dans lesquelles ces sinistres doivent être accueillis, mais aussi les écoles qui sont vraiment spécifiques pour accueillir ces sinistres. Donc, l'idée, c'est vraiment de se préparer. L'idée, c'est vraiment d'aider l'État ou bien le gouvernement ou bien le ministère de l'Action humanitaire en collaboration avec la Banque mondiale de vraiment enrichir les lois sur la construction sur ces lieux inondables, mais aussi en cas d'une catastrophe, comment évacuer, comment aider ces sinistres sans pouvoir dépenser moins de choses ou bien sans pouvoir venir faire des réunions pour voir où se trouvent les écoles pour pouvoir délocaliser ou bien aménager ou bien comment délocaliser d'autres sinistres dans les zones qui sont vraiment réservées pour les accueillir. Donc vraiment, c'est vraiment une cartographie qui a beaucoup aidé et qui devrait être continuée dans les autres régions du Niger. Oui, Gaëlle Musquet, le témoignage de Fatima est vraiment important parce que ce qu'elle a fait, elle, à Niamey, avec d'autres jeunes, ça existe partout dans le monde aujourd'hui. Ça fait, ce sont des millions de contributeurs aujourd'hui sur la planète qui enrichissent cette cartographie, cette base de données libre. On a un continuum vraiment en plus en termes de méthode. Et pour revenir à mon histoire personnelle, on prépare un exercice de tsunami qui a lieu tous les ans, organisé par les Nations Unies. Le 10 mars 2022, ce sera en fait la 12e édition de Carib Wave. Exercice de tsunami où des universitaires ont cartographié les itinéraires d'évacuation en cas de submersion marine. Et donc, on se rend compte en fait à quel point ces données-là, même dans des pays comme le nôtre, qui a priori disposent de cartes, d'instituts géographiques nationaux, bénéficient aussi de cette contribution citoyenne, puisque les citoyens, à travers OpenStreetMap, deviennent acteurs, quelque part, de la connaissance de leur territoire, mais aussi de leur propre sécurité. Maria Elena Ramos, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative collaborative? Ouais, c'est impressionnant, les montants d'informations et de connaissances et même qu'on peut obtenir de ces mouvements de participation. Donc on parle beaucoup de sciences participatives, en sciences aussi, où la population contribue aux sciences, au développement de méthodes, au développement des chaînes
des prévisions justement avec leur propre observation. Parfois, via un smartphone, ils peuvent envoyer des photos qui sont analysées par les scientifiques pour obtenir des données de, par exemple, quantité d'eau dans une rivière ou la vitesse des écoulements pour voir la dangerosité des situations. Donc, on peut y avoir plein d'idées comme ça où les gens sont vraiment prêts à participer, en fait. On est même inondé par des données qui arrivent de ces sciences participatives. Et je pense qu'on a de quoi explorer cela beaucoup plus dans nos modèles, dans nos chaînes de prévision, dans ce qu'on fait aujourd'hui en sciences, mais aussi en opérationnel pour la sécurité des personnes et des biens. Il y en a on parle beaucoup dans la prévision, donc que ce soit des crues ou de sécheresses, des chaînes qui s'appuient, des chaînes intégrées qui vont s'appuyer sur des données de la météo, des données sur les territoires, de la façon comme il est occupé, des données des impacts, des solutions pour un cas d'alerte, où aller, comment se protéger. On parle aussi des modèles qui vont transformer la pluie en débit pour qu'on puisse voir dans le futur qu'est-ce que pourront être les conditions futures et se protéger, ou se préparer, comme disait Abdou, sur les questions des cultures, des sécheresses. Donc, on a une chaîne qui ne peut pas être rompue, qui doit être veillée à ce qu'elle soit vraiment intégrée, continue, pour que justement on ne se penche pas sur un côté et on oublie l'autre. Et donc de cette donnée qui vient de la météo, de la climatologie, jusqu'à l'impact dans la population, et des gens qui sont impliqués, les pompiers, le service des secours, qui sont impliqués dans la sécurité des personnes. Parce que les gens qui vivent ces événements, c'est des événements traumatisants. On avait vu dans les témoignages, c'est très, très intéressant et important aussi de garder cette narrative. Il n'y a pas que les données numériques, il y a aussi la narrative des gens qui ont vécu ces phénomènes, qui ont vécu ces situations parfois catastrophiques et qui peuvent nous apprendre beaucoup aussi avec leur histoire. Donc je pense que ce type d'action est très très bénéfique pour l'ensemble de la planète. Et Gaëlle Musquet, ce qui est intéressant aussi dans ces exercices, du fait de convoquer la population, d'inciter les gens à participer finalement à cette collecte de données, c'est que ça crée aussi une culture du risque, qui est une culture qu'on a assez peu finalement, qu'on a perdu beaucoup dans les pays occidentaux. Mais je pense, enfin on va partir à Niamey dans un instant, mais qu'il y a plein de pays où on n'a pas cette culture du risque. Oui, en fait, on a, dans nos pays développés, on compte beaucoup sur l'État, on compte beaucoup sur les collectivités pour pouvoir venir en aide et gérer, organiser. Et malheureusement, le corollaire de ça, c'est que, on le vit en ce moment avec le coronavirus et d'autres crises, hein, c'est que dans cette sécurité qu'on a confiée en tant que citoyen à la collectivité, on oublie qu'on est censé aussi être, nous, acteurs de notre propre sécurité, en tant qu'individu, en tant que chef de famille. Et c'est vrai que les pays d'Afrique, de Polynésie, d'Amérique du Sud, le Chili, le Venezuela, Cuba, sont de très bons exemples, parce que la politique de prévention, la culture du risque, elle est articulée autour de la cellule familiale. L'ONEMI, d'ailleurs, au Chili, a même créé un site web qui s'appelle Familia Preparada, qui articule en fait la sécurité civile autour des familles, qui renseigne un certain nombre d'éléments, où j'habite, où je travaille, où maman travaille, où papa travaille, où est à l'école ma petite sœur, mon grand frère. Et en fait, ce site génère une checklist, une liste en fait de choses à faire, de lieux de rencontre si on venait à être séparés, de choses à mettre en œuvre si jamais les familles venaient à être séparées ou à être impactées par une crise. Et en fonction des crises, évidemment, hein, les réactions sont pas les mêmes. On se rend compte qu'il y a évidemment un volet technologique, et c'est très important hein, de pouvoir disposer de ces technologies, de la téléphonie mobile, de satellites, du segment spatial, mais aussi un vecteur humain qui est très important, et où chaque chef de famille hein, doit aussi transmettre à ses enfants un certain nombre de réflexes et de bonnes pratiques en matière de culture du risque. Ali Abdou, où en est-on de la culture du risque au Sahel? Alors, vous me direz, on est plus en prise peut-être avec les caprices de la nature au Sahel qu'en France, par exemple, quoique ça commence à se discuter. Mais que pensez-vous des propos de Gaëlle Musquet? En termes
de culture de risque, je pense qu'on a une culture de risque plus sur les questions de sécheresse que sur les questions des inondations, en fait. Puisque la sécheresse, ça fait plus de 30 ans qu'on l'a vécu dans la région. Et il y a beaucoup de réflexes où vous voyez que aujourd'hui, même un des facteurs qui amplifie le risque d'inondation, c'est le fait qu'on était très habitué à gérer le risque de sécheresse. Donc, les gens ont occupé des zones qui sont des zones très basses. En fait, c'est des zones très résistantes au risque de sécheresse, mais très vulnérables au risque d'inondation. Et donc, ça, c'est effectivement, sur le plan gestion du risque de sécheresse, il y a vraiment une culture qui est là. Les gens s'attendent à ce qu'on choisisse les meilleures options pour faire face à la sécheresse. Par contre, les inondations, c'est vrai, ces dernières années, les populations subissent les inondations, mais vous voyez que, par exemple, les mêmes zones inondables sont habitées à plusieurs reprises. Les inondations viennent une année et puis ça fait beaucoup de dégâts. Après, l'année suivante, les mêmes zones sont occupées. Donc, c'est petit à petit qu'effectivement cette culture-là s'installe parce que c'est un phénomène qui est relativement récent. En tout cas, c'est quelque chose qui se développe. Et je pense que des actions comme ça, comme celle que vient de démontrer, parce que le fait que les gens participent, déjà, OK, on est en train de cartographier quelque chose, parce que dans votre zone, il y a la possibilité que les inondations arrivent, ça participe à l'éveil de conscience sur cette question de risque. Donc, on a besoin davantage de sensibilisation afin d'éveiller les consciences sur ce phénomène-là, qui en réalité constitue des tendances très lourdes. Et il faut qu'on se prépare à vraiment le vivre pendant de longues périodes encore. Fatima Naler, quand vous avez fait vos enquêtes, est-ce que vous avez sûrement discuté avec des gens qui habitent justement dans des zones inondables? Quelle était leur réaction? Parce que je sais qu'en France, les gens ont du mal à quitter leur maison, même si on leur dit qu'ils habitent dans une zone inondable. J'imagine qu'à Niamey, ça doit être la même chose. Bon, je peux dire que c'est la même chose, mais au Niger, la différence est qu'ils disent qu'ils vont quitter parce qu'il y a déjà une zone qui les a été réservée. Mais après l'inondation, après la saison des pluies, vous allez voir ces mêmes personnes occupent leurs endroits habituels parce que c'est une habitude, c'est une culture. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans le fleuve. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur maison. Donc, c'est vraiment des choses pas faciles. Mais comme vient le souligner Abdou Ali, vraiment, je crois que c'est petit à petit que la solution va être trouvée. Mais en termes de cartographie, je crois qu'avec JVE, on a un projet de cartographie des arbres qui consiste vraiment à cartographier des quartiers pour montrer l'abondance des arbres dans tel quartier à tel quartier. Donc, ça permet vraiment d'amener les gens à participer, mais aussi à connaître des quartiers qui ont plus des arbres plantés et d'inciter d'autres à planter, mais aussi plus loin à organiser des compétitions pour voir des quartiers qui sont plus verdis, qui ont planté plus des arbres que les autres. Donc vraiment, à travers la cartographie participative, je crois que la solution va être trouvée, on espère. Guillaume Favreau, la façon d'occuper le territoire, évidemment, est extrêmement importante pour faire face aux inondations. Oui, elle l'est, mais en fait, avec le changement climatique et le changement de l'environnement, elle devient difficile à prédire. Et c'est ça ce qu'on peut constater. On est en territoire inconnu avec cette nouvelle ère hydroclimatique. Les précipitations n'ont jamais été aussi intenses qu'aujourd'hui. Au Niger et à Niamey en particulier, le niveau des nappes a monté de 20 à 40 mètres. Il n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et l'érosion des terres et le débit du fleuve Niger, comme on en parlait au début de la discussion, au moins a atteint ses records historiques l'an passé avec plus de 7 mètres. On est vraiment dans des territoires inconnus où des habitations ou des villages qui sont installés là depuis des dizaines d'années, voire des siècles, se retrouvent menacés par le changement climatique. Et donc c'est vraiment, pour nous scientifiques, un défi de définir ces trajectoires à travers des observatoires de l'environnement, de pouvoir dire, voilà, comment depuis 20, 30, 40 ans, le cycle de l'eau il change,
comment on le documente, comment on prouve que les modèles sont justes, en fait, ou comment on les précise avec les données, et donc permettre de dire que dans 20, 30 ans, tel ou tel aménagement, finalement, il aura une pertinence, il sera toujours robuste, ou finalement, il faut dimensionner les ouvrages. On en discutait tout à l'heure avec Fatima, que certains ouvrages, finalement, qui sont prévus dans le schéma directeur d'assainissement des capitales, et notamment de Niamey, sont presque déjà obsolètes parce qu'ils sont sous-dimensionnés pour permettre le passage des eaux. Et chaque année, la route Niamey-Tillabéri voit des ponts qui sont coupés lors des très fortes crues parce que tel ou tel petit cours d'eau temporaire a cassé les buses et coupe temporairement la route. Donc c'est ça, nous, notre rôle de scientifique, c'est de pouvoir dire aux décideurs, voilà la trajectoire telle qu'on l'a prédit, telle que les données nous l'indiquent, et peut-être qu'il ne faut plus construire là, ou peut-être qu'il faut assainir le quartier par des nouvelles technologies, l'agroécologie, etc., planter des arbres dans la ville, c'est une des solutions aussi, mais vraiment discuter, dialoguer, ce dialogue entre les scientifiques des universités qui sont dynamiques au Niger comme elles le sont partout en Afrique, ce dialogue avec les universitaires, avec les politiques pour permettre de trouver les meilleures solutions. Maria-Elena Ramos, vous partagez ce constat de Guillaume Favreau. Vous naviguez, vous aussi, en territoire inconnu? Oui, tout à fait. On parle des choses qui sont très incertaines dans nos connaissances, dans les données qu'on récolte, dans les projections qu'on fait de l'avenir. Donc il faut savoir, comme vous avez bien dit, naviguer au sein de toutes ces données, toute cette incertitude, mais tout en ciblant des actions qui bon, au moins nous pensons, pourront amener des solutions. Et je pense qu'avec la quantité de données qu'on produit en ce moment partout, on aura de plus en plus des solutions, des systèmes qui vont être proposés, open, on espère. Et il y aura aussi la question de sources fiables et auxquelles on peut faire confiance. Parce que, surtout dans les cas des prévisions, il faut que le travail fait avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention, arrive à la population qui est en danger et que la population puisse agir aussi en fonction de ce travail. Donc, il y a confiance dans les messages qui est passé par ces systèmes de prévision. Donc, ce sont des solutions douces, comme Abdou disait tout à l'heure, mais qui peuvent apporter quand même des solutions d'adaptation face à ces événements plus fréquents qui nous arrivent, qui pour l'instant on est toujours surpris, mais qui vont arriver de plus en plus fréquemment. Et donc qu'il va falloir trouver des moyens de vivre avec ces événements extrêmes qui vont être là. Oui, on sait que ça ne va pas malheureusement s'arranger dans le temps. En conclusion, et avant de donner la parole au public, donc surtout préparez vos questions, je voudrais vous demander à chacun quelles sont selon vous les priorités. Ali Abdou, si vous deviez dégager une ou deux priorités, vous diriez quoi? Merci. C'est vrai, comme les collègues l'ont dit, il y a encore des incertitudes dans les informations, dans les projections, mais il y a des tendances quand même qui restent assez lourdes. Le réchauffement est là, c'est assez robuste. On a vu que l'atmosphère se réchauffe et à ce réchauffement est associé les événements extrêmes. Ça également, c'est des tendances lourdes. C'est vrai, il y a toujours des incertitudes dans le détail, mais en tout cas, ce que nous recommandons, c'est de prendre les dispositions vraiment pour s'adapter à ce nouveau contexte. C'est un contexte qui est là devant nous. Et nous devons vraiment prendre toutes les dispositions pour s'adapter à ce nouveau contexte qui est là, cette nouvelle ère hydroclimatique, comme on vient de l'appeler. Même s'il y a des incertitudes, même si on n'a pas de précision, on n'a pas de détails, certains détails, mais les tendances lourdes sont là. Et je pense que la recommandation principale, c'est de prendre les mesures pour s'y adapter. Je vous remercie. Fatima Naler, quelles sont selon vous les priorités? Et pour moi, les priorités, c'est vraiment l'implication de tout un chacun. Parce que c'est vraiment des phénomènes qui arrivent et tout le monde est concerné. Donc, vraiment, la solution va devoir venir de nous tous. Et
Les changements climatiques, comme le docteur vient de le dire, on doit s'adapter. C'est vraiment une question d'adaptation. On est obligé de s'adapter pour y trouver la solution. Guillaume Favreau. Oui, moi je vais juste reprendre une discussion qu'on avait tout à l'heure avec Fatima, c'est que, et rebondir aussi sur ce qu'a dit Abdou Ali, il faut s'adapter. Dans les villes, on va avoir des îlots de chaleur, on va avoir beaucoup de risques d'inondation, et paradoxalement, les villes sont sur des trajectoires qui favorisent encore ce réchauffement, qui ne prennent pas assez en compte les risques hydrologiques. Donc, peut-être remettre la nature au cœur de la ville, reforester les villes. Les arbres, en fait, c'est des climatiseurs naturels et c'est une dynamique globale. Hein. C'est des questions qui se posent au sud-ouest des États-Unis, en Australie, en Europe, en Méditerranée. C'est une prise de conscience. L'arbre, c'est notre ami dans la ville. Il permet d'assainir l'environnement, de climatiser l'air et c'est une source de bien-être qu'il faut peut-être considérer dans l'aménagement urbain. Maria-Elena Ramos. Alors, moi, je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui qu'on soit plus responsable, donc de responsabiliser tout le monde, pas se culpabiliser, mais se responsabiliser sur les actions qu'on peut faire et collectivement aussi. La question du changement climatique, on avait bien discuté ici, n'est pas quelque chose qui arrive à moi, au point où je suis dans la planète et à ces moments de ma vie, mais c'est quelque chose qui arrive sur la planète en entier, qui arrive à une grande population, qui touche et qui peut avoir des conséquences sur plusieurs années même. Donc cette responsabilité collective, je pense qu'elle est à renforcer dans toutes les étapes, dans les étapes de collecte des données participatives, dans l'étape de construction de notre connaissance via le scientifique, la participation des scientifiques, avec des co-créations avec les publics, avec les parties prenantes, les gens qui sont impactés vraiment par ces événements et qui eux-mêmes apportent leurs solutions, leurs contributions à ces solutions. Et enfin, cette responsabilité collective jusqu'à pouvoir mener à des actions d'alerte, donc investir sur nos systèmes de prévision, investir sur nos solutions possibles en regardant ce que je fais ici, quel impact cela peut avoir ailleurs, dans la région à côté, dans les populations qui sont à côté. Donc penser collectif aussi, parce que parfois on pense que ça c'est une solution viable, mais est-ce qu'elle est viable pour tous les restes, tout le monde autour de nous? C'est vrai que Gaëlle Musquet, le changement climatique, ça ressemble un peu à une espèce de monstre effrayant où on se dit il me fait très très peur, mais en même temps, comment est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire quelque chose? Là, en ce moment, là, il y a la COP26, on voit tous ces dirigeants de gouvernement, ces présidents, ces négociateurs qui discutent. Ça se passe voilà, en Écosse, ça se passe loin là aussi. Donc on a du mal à se dire, moi, au quotidien, quand je me lève le matin, je peux faire des choses, alors pour diminuer mon impact, ça c'est une chose, mais aussi pour anticiper, pour m'adapter. On a plutôt envie de faire l'autruche et dire oh bah, on verra bien, de toute façon j'y peux rien. Hein. C'est de plus en plus compliqué, puisqu'on est de plus en plus impacté, on a de plus en plus de périodes de chaleur, d'incendies, d'inondations. Enfin voilà, on a quand même, dans l'actualité même récente, hein, des maisons, des dégâts, c'est déjà grave, des blessés et voire des morts. Moi, ma référence pour les priorités, c'est la Convention de Sendai, qui est vraiment, depuis 2015, un ouvrage pour moi de référence qui est sur ma table de chevet. Alors, il faut rappeler ce que c'est. La Convention de Sendai, c'est les Nations Unies qui se sont réunies, mais pas comme les COP, pas comme les Conference of the Parties qu'on est en train de vivre là. Ils sont réunis donc, à Sendai en 2015. Et au lieu de se projeter, même si c'est important de le faire, hein, d'anticiper ce qu'on va avoir comme dégâts, et évidemment avoir des mesures d'atténuation du réchauffement climatique. La Convention de Sendai, je trouve qu'elle est beaucoup plus pragmatique. Elle fait le deuil déjà de la situation actuelle en disant c'est déjà compliqué maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 50 ans. Dans le présent actuel, on a déjà des difficultés. Donc il faut les gérer. Et donc cette convention, depuis 2015, ça fait 6 ans, hein,
n'a jamais été autant d'actualité. 4 priorités. La première, comprendre les catastrophes naturelles. Donc là, il y a un rapport qui est sorti encore l'année dernière sur les 20 précédentes années qu'on a vécues. Donc 2000-2019, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles catastrophes? Lesquelles ont été les plus meurtrières? Lesquelles ont été les plus financièrement impactantes? Lesquelles ont été les plus génératrices de destruction? Ok, donc on comprend. Deuxième priorité, la gouvernance. On voit qu'on ne va pas s'en sortir si on ne travaille pas. Les citoyens, avec les gouvernements locaux, avec les institutions nationales, supranationales. Fatima a parlé de la Banque mondiale. On a énormément d'organisations qui peuvent aider, qui peuvent soutenir, qui peuvent investir. Troisième sujet, l'investissement financier, évidemment. Et souvent, investir pour reconstruire mieux. Ce n'est pas investir pour faire la même chose, pour maintenir des populations dans des zones qu'on sait dangereuse. C'est investir pour construire mieux après une destruction, après un affaiblissement. Et dernier point, quatrième priorité, c'est en fait au final que chacun prenne sa part, donc les citoyens, on a tous évidemment un rôle à jouer dans la prévention, anticiper. Ça va vraiment être la chose qui nous permettra en fait de passer ces périodes difficiles. Informer, former, alerter, c'est 3 verbes qu'il faut apprendre à conjuguer. Et donc, la cartographie participative, la pose et les réseaux de sciences participatives, la pose de stations météo. Enfin, j'assiste il y a énormément de réseaux citoyens de par le monde qui posent et qui installent des stations météo, qui sont des sources de données complémentaires, des citoyens qui cartographient leur territoire, qui sont des sources de données complémentaires. Ben, ça, mis bout à bout, sur la quatrième priorité, ben, ça nous permet au final d'être tous acteurs en fait, de ce changement-là et au final, chacun à notre échelle, avec nos moyens financiers, en temps, nos ressources humaines, familiales, ben on arrive au final à améliorer la vie dans nos quartiers, dans nos cellules familiales. Merci beaucoup. La parole est à vous, public, si vous voulez poser des questions, soit à Paris, soit à Niamey. Je sais qu'il y a aussi des gens qui nous suivent, je ne les ai pas salués sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des questions aussi par le biais du chat. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez juste vous présenter rapidement et poser votre question. Je crois qu'il y a une question à Niamey. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, je réponds au nom de Boubacar Amadou Abdoulaye, étudiant en informatique de gestion en 2e année de licence. Ma question, et non l'une des moindres, serait est-ce qu'aujourd'hui, la solution la plus adéquate, parce que nous l'avons tous remarqué après ces interventions, que la planète est malade, elle souffre, et si je peux le donner avec l'exemple que le docteur et père Ali Abdou nous avait donné avec le récapitulatif de ce qui s'est passé écologiquement au Niger au cours de ces années. Est-ce que ce déséquilibre climatique n'est pas cause du fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont plus pollueurs que d'autres et ces pays ne font pas un appui considérable envers ceux qui ne polluent pas, pour que, je donne l'exemple du Niger par exemple, puisse, avec les espaces que nous avons pour planter, injecter des fonds afin que nous puissions rétablir cet équilibre écologique qui est perdu. Et vraiment, je pense qu'il serait plus que nécessaire que ces pays s'engagent et qu'ils appliquent ces réformes afin que nous puissions aider les populations en leur montrant ce qu'il faut faire et aussi injecter ces fonds afin que nous puissions rétablir cet équilibre. Parce que toutes les méthodes actuellement qui peuvent être appliquées ici sont des méthodes, certes les méthodes technologiques sur le open source ou encore les réseaux, sont des méthodes qui ne sont pas open source sur le côté financier. C'est des méthodes qui coûtent cher et pour des pays comme le Niger en voie de développement, nous n'avons pas vraiment les fonds nécessaires pour exécuter sur de grands pas actuellement ce genre de choses. Donc, serait vraiment plus que ma question, je la réédite, est-ce que ce ne serait pas le fait que les pays pollueurs puissent apporter leurs fonds à ceux qui peuvent rétablir cet équilibre climatique? Merci.
Alors, je vais laisser la parole aux intervenants, évidemment. Bon, c'est un gros sujet de tension, la question que vous posez en ce moment même à Glasgow, à la COP26. Hein. Il y a une grosse attente de la part des pays du Sud qui poussent à avoir plus de financement du côté des pays du Nord. D'un point de vue très pratique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui est l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, hein, qui repart quand même depuis janvier dernier avec 19 milliards de dollars qui ont été mobilisés par des bailleurs internationaux que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, etc. Et depuis hier, même Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a donné 1 milliard de dollars pour créer du développement rural du Sénégal à Djibouti. Bon, ça, c'est quand même assez concret. Je vous invite à regarder cela. Mais peut-être nos intervenants veulent ajouter des réponses à cette question. Faites-moi signe si vous voulez parler. Gaël Musquet. Du point de vue financier, vous avez raison. Je suis né en Guadeloupe en 1980 et depuis 10 ans, je retourne tous les ans chez moi pour pouvoir participer à ces exercices de tsunami. Et ça demande des fonds. Et ces fonds, je vais les chercher tous les ans auprès d'assureurs, auprès de banques, auprès d'autres citoyens. On fait du crowdfunding. Parce que même dans un pays comme la France, c'est aussi compliqué de trouver des fonds pour financer des politiques de prévention. Parce que la prévention, malheureusement, c'est le parent pauvre des crises. Dans l'émotion, on va avoir tendance à dépenser de l'argent de manière peu efficace, suboptimale sur les crises. Là où, effectivement, on aurait pu, pour 10 fois moins d'argent, anticiper et financer la prévention. C'est à peu près le rapport. Hein. Pour 1 euro injecté dans la prévention, on évite de dépenser 7 à 10 euros environ, selon les crises, etc. Donc on se rend bien compte que ce levier financier dont vous parlez, il est hyper important. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente pour moi, à mon échelle, retourner chez moi en Guadeloupe, tous les ans, c'est entre 10 et 50 000 euros, tous les ans, à trouver et à dépenser en local pour les équipes, pour le matériel, les stations météo, les capteurs, les cartes, les serveurs, la production de données, etc. Effectivement, à l'échelle macro, je ne veux pas dire que je n'ai pas confiance, hein, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais comme le proverbe le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un peu d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à ce que Fatimane soit un peu là. C'est parce que la dernière rencontre qu'on a eue, c'est Understand Risk West Africa et la rencontre des contributeurs OpenStreetMap. Ben, en fait, nous, citoyens, on prend un peu notre part en disant, voilà, on n'a peut-être pas d'argent, mais on sait produire des données, on sait installer des capteurs, on sait transmettre nos savoirs et nos connaissances. Et c'est ensuite à la société, aux sociétés financières, aux assureurs, aux gouvernements locaux, aux compagnies aériennes, de financer nos activités en tant que citoyens. Et c'est un peu la méthode que j'ai mise en œuvre quand j'étais encore président d'OpenStreetMap France. On a eu la chance d'être très tôt soutenu par la Fondation de France pour justement soutenir le développement des communautés OpenStreetMap en Afrique. Fatimane en est un superbe exemple. Et c'est aussi à notre échelle, à nous, citoyens, notre rôle d'interpeller ces structures financières pour pouvoir accompagner ces communautés locales. Oui, après, c'est vrai que si on veut changer d'échelle, hein, il faut vraiment qu'il y ait une implication globale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? À Niamey, pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions à Paris? Je regarde dans la salle. Non. Par le biais du chat, pas pour l'instant. Sur le chat, il y avait justement une question à laquelle, en fait... Voilà, alors Anne Grange va nous faire la porte-parole du chat. On vous écoute. Une question, mais à laquelle vous venez juste en fait de répondre, mais vous aurez peut-être des choses à compléter. C'est quelqu'un qui demande justement, les grandes entreprises et multinationales peuvent-elles être mises à contribution financièrement pour permettre aux populations d'entreprendre ces mesures, des solutions préventives? Mais je pense que c'était un petit peu... Complètement. Oui, complètement. Oui. Là, je donnais quelques types d'acteurs hein, qui soutiennent. Je parle de choses peut-être basiques, mais un billet d'avion pour se rendre en Guadeloupe, évidemment, il y a bilan carbone. J'entends, mais
C'est quelques centaines, quelques milliers d'euros parfois. Et ces compagnies-là, eh ben, elles nous permettent de nous déplacer, de soutenir les transferts de compétences en nous mettant à disposition des places pour transporter du matériel, mais aussi des humains, des personnes qui ont des compétences et qui vont transmettre leur savoir en local. Évidemment, c'est vraiment toutes ces actions-là cumulées qui feront les solutions, et pas juste pour vraiment répondre en plus à cette question. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que plus vous montez dans l'échelle du donneur, hein, donc les entités supranationales, les Nations Unies, nationales, régionales, plus les dossiers sont compliqués. Et plus vous devez rendre des comptes sur la manière dont l'argent est dépensé. Et plus les montants sont élevés, plus vous avez des problèmes à faire tout ça. Et donc c'est vrai qu'il faut être capable de mettre en œuvre les fonds qui viennent de sociétés, de multinationales, de sociétés qui sont connues ou reconnues comme polluantes, et aussi d'activités locales, de crowdfunding, de financement participatif, qui sont parfois beaucoup plus efficaces et rapides à mettre en œuvre. Fatima, est-ce qu'à Niamey, par exemple, il y a des entreprises que vous pouvez solliciter pour financer certaines actions? Oui, il y a des entreprises qui nous aident. C'est la collecte des données surtout, et en termes de connectivité, parce que quand on finit la collecte des données, il faut une connexion Internet pour pouvoir uploader la base de données qui a été collectée sur le terrain. Mais aussi, bénévolement aussi, il y a des entreprises qui essaient de nous aider aussi sur leur personnel, en nous demandant de venir former leur personnel pour pouvoir contribuer à enrichir la base de données. Donc, c'est juste ces genres d'aide qu'on reçoit. Ah, je vois qu'il y a une question à Paris, madame. Oui, bonsoir et bravo pour tous ces reportages très intéressants. Je suis Françoise Van Obel, je suis volontaire à l'association La Fresque du Climat, qui consiste à informer les gens sur pourquoi le changement climatique, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes. Je suis totalement en accord avec ce qui a été dit sur les responsabilités des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud, et le fait qu'aujourd'hui la COP26 doit, on espère, donner des résultats. J'avais une question par rapport aux spécialistes hydrologues et représentants de l'IRD au Niger. Vous avez parlé beaucoup de l'adaptation des réseaux d'eau par rapport aux problèmes de salubrité et de remontée des nappes, etc. On sait que l'artificialisation des sols est responsable aussi, empire les situations. Est-ce que vous travaillez aussi avec des architectes sur des nouvelles méthodes de construction, par exemple sur pilotis, et aussi avec les urbanistes? Enfin, est-ce qu'il y a des collaborations? Vous avez beaucoup parlé de l'importance des données pour recueillir, pour pouvoir faire des prévisions, mais est-ce que aussi il y a d'autres métiers périphériques aux vôtres qui s'adaptent, qui proposent des solutions? Guillaume Favreau, je pense que la question s'adresse à vous. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est une question extrêmement intéressante en fait, que celle de l'urbanisme et de l'architecture qui s'adaptent ou pas d'ailleurs au changement climatique. Il y a quand même cette notion de perception de la modernité qui est au cœur des trajectoires de développement urbain, avec les exemples qui viennent du Nord, hein, d'architecture qui sont extrêmement modernes, avec beaucoup de vitres et de métal, et qui finalement c'est des habitations extrêmement énergivores qui demandent beaucoup d'énergie pour climatiser. Il y a des solutions qui sont traditionnelles, qui peuvent être adaptées, qui peuvent être modernisées. C'est des dialogues qui se font au sein d'écoles d'architecture. En Afrique de l'Ouest, il y a l'école d'architecture de Lomé au Togo, qui est un centre d'excellence de la Banque mondiale, qui est un lieu pour y réfléchir. C'est des questions qui sont en suspens, qui demandent un peu de maturation. Malheureusement, le changement climatique va très vite, va parfois peut-être un peu trop vite pour permettre de s'y adapter, mais c'est vraiment des questions qui sont au cœur de l'espace des solutions. Les solutions existent pour adapter les habitations, pour les rendre plus climato-résilientes. Encore faudrait-il que les bailleurs de fonds, les clients de ces cabinets d'architecture
en prennent pleinement conscience et les promeuvent à l'intérieur des espaces qui sont les plus soumis au réchauffement climatique. Et ça me fait penser à la démarche de l'association de la voûte nubienne, hein, qui forme partout en Afrique des personnes à fabriquer à nouveau des maisons en terre qui sont quand même finalement ce qu'il y a de mieux en termes de climatisation naturelle. Il y a une autre question à Paris. Monsieur ? Oui, je suis à Paris, enfin, je suis monsieur tout le monde, si je puis dire. Je voudrais poser une question. Au Niger, ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus d'eau qui tombe maintenant au Niger. Mais le paradoxe, c'est, je pensais, c'est à l'eau potable. Je suppose qu'il y a peut-être justement, avec toute cette eau qui tombe, il y a malgré tout un gros problème qui se pose au niveau de la quantité d'eau potable. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils essayent de faire, comment ils traitent ce problème-là. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question de monsieur, c'est de dire qu'il y a donc plus d'eau qui tombe au Niger, mais du coup, est-ce que ça améliore pour autant la disponibilité en eau potable ? Et quels sont les remèdes qu'on essaye d'y apporter ? Et qu'est-ce que vous essayez de faire ? Alors, je ne sais pas trop à qui je peux poser cette question et qui est le vous, mais monsieur Ali Abdou, peut-être pour qu'il y ait plus d'eau potable accessible aux populations. Oui, c'est vrai que quand on regarde les quantités d'eau actuellement qui sont charriées par les différents cours d'eau, les volumes globaux augmentent un tout petit peu. Mais quand on regarde la disponibilité de cette eau dans le temps, la disponibilité est réduite en fait. Nous avons beaucoup d'eau qui passe en des temps très courts. En fait, c'est ça tout le challenge qu'on a. Par exemple, il y a des rivières qui coulaient par le passé 5, 6, 7 mois. Aujourd'hui, ces rivières coulent 3 mois environ. Et les quantités d'eau que ces rivières-là font passer dépassent les quantités d'eau que les rivières coulaient par le passé sur 3, 4, 5 mois. Donc, ça pose un vrai problème dans la mobilisation de quantités d'eau charriées. Il faut énormément d'infrastructures adéquates pour pouvoir mobiliser ces quantités d'eau. Or, pour le moment, le niveau de mobilisation des eaux de surface au Niger est relativement faible. C'est assez faible. 90% des eaux du fleuve, on sait que c'est charrié vers la mer. Donc, ça n'améliore pas forcément, en termes de disponibilité d'eau de surface, l'eau disponible pour l'alimentation en eau potable. Par contre, les eaux souterraines restent toujours prioritairement. Ah, on ne vous entend plus. Le son a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous nous entendez ? Allô, allô ? Ah, c'était bien, ça a bien tenu là pendant presque 1h30, mais là on ne vous entend plus. On n'a pas entendu la fin de monsieur Abdou ? Non, on ne vous entend pas. Vous avez l'air de nous entendre par contre. Faites-nous un petit signe là si vous nous entendez. Ah voilà. Bon, donc vous nous entendez, c'est de notre côté qu'il y a un problème alors. Parce que nous, on ne vous entend plus. Comment c'est possible ça ? Non. C'est bizarre. Ah, oui. Allez-y. Non, vous étiez revenu, vous êtes reparti. Bon. Bah écoutez, ça va peut-être être la fin de cette conférence, du coup. C'est dommage, il y avait peut-être d'autres questions qu'on aurait pu prendre. Parce que nous, on ne vous entend pas. Oui, oui, on vous voit, mais est-ce qu'on sait ce qui se passe ? Non, apparemment, ce serait un problème qui n'est pas vraiment identifié, mais qui ne viendrait pas de chez nous. Ah, ça ne viendrait pas de chez nous. Bon.
Le réseau est fatigué. Le réseau est fatigué, voilà, on va dire ça. Bah, écoutez, de toute façon, il nous restait juste quelques minutes, donc on peut peut-être, si ce problème technique persiste, clôturer la conférence et puis vous laisser peut-être à Niamey si vous avez des échanges avec le public. Anne. Oui, en fait, je voudrais juste transmettre un message qui est arrivé sur le chat YouTube. Ce n'est pas une question, mais je pense que ça mérite comme d'être dit. C'est donc quelqu'un qui dit, à propos du travail de cartographie qui a été présenté, ce travail de cartographie est en réalité d'une valeur inestimable. Bravo aux contributeurs de ces actions. Voilà, je voulais vous le transmettre. Voilà, un bravo donc à Gaëlle et à Fatimane et à tous ceux qui participent à ce travail. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette conférence. La prochaine conférence Ma planète demain aura lieu le 9 décembre et nous parlerons à ce moment-là des sols puisque ce sera à l'occasion de la journée mondiale des sols. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis à Niamey. Merci à vous de nous avoir suivis à Paris et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci.